Bonsoir à tous, bienvenue à cette livraison de l'actualité. Voici les titres. L'industrie du cajou en Afrique réussit-elle à hauteur de la place centrale du continent, 60% dans la production mondiale? Pas si sûr. L'Alliance pour le cajou africain appelle à en doper les capacités de transformation, écho de son 18e forum à Cotonou. Le salon Sécu Expo démarre le 26 septembre prochain à Cotonou. Salon ouvert qui va mettre en lumière les stratégies de prévention et de défense face aux dangers. On entendra les organisateurs. À l'étranger, l'actualité est marquée par des incendies qui gagnent du terrain en Colombie et dans plusieurs pays, de même que des plans de reconstruction de l'Ukraine à coups de prêt. On ira en Europe et en Amérique latine dans ce journal. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec ce journal. Le Bénin est réputé pour la qualité de son cajou. Dans une Afrique leader de la production mondiale, 60% du volume planétaire. Mais le continent n'en tire hélas pas les plus importants bénéfices. L'Alliance pour le cajou africain soumet alors les défis de transformation de la noix à son 18e forum à Cotonou. Il est question de renforcer les capacités de toutes les chaînes de valeur. Rodrigue Olagwagbabeto, François Zinsou. Une exposition autour d'un seul roi, le cajou. Ce fruit est présent sur chacun des stands sous différentes formes et reste la seule attraction. Ici, c'est le jus de pomme cajou caramélisé. Ici, c'est le jus de concentré de pomme cajou. Et ici, c'est le miel du verger de pommes de cajou. Donc ici, on a les ruches implantées au niveau des vergers. C'est ces ruches-là qui donnent des miels, c'est ça, on récolte. Comme Aïssatou, Awarou est venu du Septentrion pour exposer ses produits à base de cajou. Transformer le cajou n'est pas du tout chose aisée pour elle. Si nous prenons des équipements, il y a certains équipements, nous n'avons pas assez d'énergie pour pouvoir faire tourner ces machines. Et également, d'autres matériels ne sont pas trop adaptés à notre production. Ces problèmes vont-ils pouvoir trouver leur palliatif? Un peu plus tôt, avant l'ouverture de cette exposition, l'Alliance pour le cajou africain lance les réflexions sur le renforcement de capacités pour une industrie du cajou africain durable. L'Alliance pour le cajou africain croit fermement que la durabilité et la compétitivité de l'industrie du cajou africain reposent sur la durabilité de l'industrie mondiale du cajou. Nous sommes à un tournant crucial. Nous pouvons non seulement générer plus de valeur ajoutée, mais surtout sortir des millions de personnes de la précarité. La vision de l'Alliance pour le cajou africain est en phase avec les grandes orientations du gouvernement en ce qui concerne la promotion et le développement de la filière anacarde au Bénin. Détenant environ 57% de la production mondiale de cajou, le continent africain continue de se contenter des 25 à 30% selon les experts du potentiel d'opportunité qu'offre l'industrie du fait de l'exportation à près de 90% de la production non transformée. Nous sommes le premier producteur de noix brutes, mais 10%, moins de 10% sont transformés localement. J'espère que l'année prochaine, à la 19e édition, que ces 10% se seront transformés en au moins 30%, parce que les financements existent, les capacités existent, les compétences existent. Il n'y a que la volonté qui manque. Donc cette conférence est de dire, qu'est-ce que nous voulons faire? Est-ce que nous voulons transformer? Est-ce que nous voulons nous développer ou pas? Cette rencontre se veut donc un catalyseur de changement pour bâtir une industrie de transformation plus compétitive, inclusive et durable. Protéger à tout prix les réserves biologiques et les mangroves de palétuvier du Bénin. Pari pris par les chefferies traditionnelles des terroirs environnants de la zone économique du lac Aémé. Ils font alliance autour de la cause avec l'Agence pour le développement intégré de la zone pour sacraliser les deux réserves. Événement rarement médiatisé sur un projet de développement. Julia Koikou et Amandine Naniambossou nous emmènent le voir sur le site de dragage pilote de Djondji Ronklon.
Ces réserves biologiques sont des zones de refuge, d'alimentation, de reproduction et de croissance des espèces halieutiques. Elles sont aménagées dans le cadre des travaux de dragage pilote de Djondi Ronklon sur le lac Aimé. Nous avons érigé 2 zones draguées à moins de 10 mètres afin de constituer un refuge, un lieu de reproduction, de grossissement pour les poissons afin de repeupler le plan d'eau. Ici, il est désormais interdit de pêcher et de naviguer. Et le seul moyen efficace de protection et de conservation, la sacralisation. Vous savez combien nos populations ont le sens du respect du sacré. Et en même temps, nous allons sacraliser les mangroves que vous voyez autour de la zone, les mangroves de palétuvier, parce que les populations ont l'habitude de les couper pour s'en servir comme bois de feu. Dorénavant, toute violation de ces espaces serait considérée comme une profanation. Lorsqu'on aspire à un changement sur tous les plans de la vie, il faut oser et avoir du courage. Quand on fait un si géant boulot, il faut le suivre. Après la sacralisation, il va falloir sensibiliser les populations autour du lac pour que personne ne tente d'aller profaner quoi que ce soit. Ces réserves biologiques vont desservir toutes les populations riveraines du lac Aimé et ses chenaux. D'autres seront aménagées au vu de l'évolution des travaux de dragage des plans d'eau du Bénin. Je l'ai annoncé en titre, un salon sur la sécurité au Bénin. C'est bientôt avec le salon Sécu Expo qui démarre le 26 septembre prochain à Cotonou. Un salon pour mettre en lumière des dispositifs sécuritaires ainsi que des stratégies de prévention et de défense face aux dangers. Les organisateurs en parlent. On en a écho avec Gilles Dansou et Françoise Insou. Sécu Expo se veut un cadre de dialogue entre professionnels de la sécurité, de la sûreté et de l'assurance avec les populations. Un salon qui démarre le 26 septembre prochain afin d'accompagner les populations à connaître les meilleures pratiques en matière de sécurité 360 degrés. Les objectifs sont bien définis. On parle de cybercriminalité, mais on parle aussi des vols par effraction, des cambriolages, des attaques par-ci par-là. C'est un salon qui vise à mettre en exergue l'offre de sécurité au Bénin face à la demande et à la demande émergente de sécurité dans notre pays. C'est-à-dire qu'est-ce que notre pays a du point de vue de l'offre publique comme de l'offre privée comme disponibilité sécuritaire. Les acteurs chargés de la sécurité des citoyens à divers niveaux accompagnent cette initiative. Nos visiteurs, durant ces 3 jours, vont apprendre et connaître la prévention et la prévision des risques d'incendie et de secours, aussi bien dans les services, dans les lieux publics que dans les domiciles. Nos visiteurs, pendant ces 3 jours, vont apprendre comment éviter la naissance spontanée du feu dans leur domicile, comment maîtriser un début d'incendie, comment apporter les gestes de premier secours à une personne en détresse et comment surtout alerter correctement les sapeurs-pompiers. Une opportunité à saisir afin de maîtriser les gestes élémentaires en cas de danger. On prend le rendez-vous du 26 septembre. Depuis maintenant 5 ans, l'armée béninoise mène des actions caritatives à l'endroit des enfants orphelins des militaires décédés en service commandé pour la République. À chaque rentrée scolaire, des kits et fournitures leur sont distribués, témoins du geste à la base aérienne de Cotonou, Marshall Gatoro. Les frères d'armes tombés en mission ne doivent pas être oubliés. Le gouvernement du président Patrice Talon s'emploie régulièrement, en conformité avec son engagement, à manifester la solidarité nationale dans l'amélioration des conditions de vie et d'études des orphelins de militaires tombés sur le champ de combat. Et pour cette année académique 2024-2025, 900 kits scolaires composés de sacs et de fournitures seront distribués sur toute l'étendue du territoire national. La présente cérémonie s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement du Bénin de renforcer
le dispositif de prise en charge des personnels militaires et leurs ayants droit, blessés ou décédés en mission commandée. Elle vise particulièrement à l'amélioration des conditions d'accès à l'école et le droit pour tous à l'éducation équitable consacrée par la Constitution de la République du Bénin. En remettant ces kits scolaires, je voudrais réaffirmer mon engagement et celui de l'ensemble de la chaîne de commandement à restaurer la dignité de nos enfants en vue d'un avenir certain. La Jamaat islamique Ahmadiyya internationale nous a demandé d'apporter notre contribution, notre modeste contribution à ce projet noble à hauteur de 5 955 217 francs CFA. Merci encore au gouvernement et les partenaires pour leur générosité et leur soutien. Vous pouvez compter sur nous pour faire bon usage des kits scolaires. Le droit à l'éducation est légalement garanti pour tous. Les faits et gestes de l'État à travers le ministère de la Défense nationale le prouvent à suffisance depuis plusieurs années. L'implication considérable des partenaires financiers, notamment la Jamaat islamique Ahmadiyya, témoigne davantage de l'importance à garantir un avenir meilleur pour ces orphelins, car l'élève d'aujourd'hui est maître de demain. Oui, Marcel Betoro, on souhaite un bon parcours scolaire aux enfants de nos héros. Les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC ouvrent leur deuxième session ordinaire 2024 à leur agenda. Plusieurs dossiers dont le renouvellement ou non des conventions de certains médias et le meilleur mode de mobilisation de l'aide publique à la presse. Patrick Imavo, Blaise Adampo pour les explications. À l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, Edouard Loko lance un avertissement aux professionnels des médias. Aujourd'hui, je le dis, le journaliste est une arme et il ne suffit plus, mesdames et messieurs les journalistes, de respecter la déontologie de papa. Non, il faudra y ajouter du patriotisme. Plus aucun pouvoir public ne permet à ce que cette âme soit retournée contre le pays. C'est vous dire, mesdames et messieurs les journalistes, que vous avez intérêt à ce que ce soit la HAC qui vous régule. Sinon, les pouvoirs publics, comme sous tous les cieux, prendront leurs responsabilités. Cette session est la première de la 7e mandature de l'institution de régulation des médias. Les conseillers vont travailler sur plusieurs dossiers. Nous allons continuer à étudier les plaintes, organiser des auditions publiques, signer des conventions en attente, retirer certaines fréquences, prolonger la convention de certaines radios qui sont arrivées à terme, retirer d'autres conventions qui sont arrivées à terme parce que les promoteurs n'auraient pas respecté les cahiers de charges, nous battre pour que ce qui est dû à la presse soit payé parce que depuis quand même 7 ans, 8 ans, l'aide de l'État a été toujours votée par les députés. Ça fait 7 ans, 8 ans. Nous n'avons pas vu un seul copec. Tout ça fragilise la profession, fragilise la HAC. Nous devons donc lutter pour que l'aide de l'État redevienne une réalité en convainquant les pouvoirs publics que nous allons faire une gestion saine. Les conseils de la 7e mandature de la HAC ont été installés il y a 2 mois. La présente rencontre se tient quelques jours après le séminaire d'appropriation des tests législatifs et réglementaires de l'institution. Ils sont donc outillés, les conseillers, pour faire aisément leur travail tout le long de cette deuxième session ordinaire. Actualité institutionnelle avec cet agenda de rencontres chargé pour le président de la Cour constitutionnelle, tête-à-tête avec une délégation du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin, CAMEC Bénin, ainsi que celle de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Au menu, des questions de litige d'entreprise. Deuxième hôte, le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, suivant Alain-Louis Amoussou-Kwevi, président du CAMEC Bénin, et Edouard Loko, président de la HAC. Ils sont au micro de Gloria Oni et Jean Lombima. Nous sommes venus pour solliciter l'appui et le soutien du président de la Cour constitutionnelle, parce qu'il faut le rappeler, en 2003, à la naissance du CAMEC, du Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation du Bénin, le président de la Cour constitutionnelle était en ce moment ministre de la Justice.
Et c'est sous son impulsion et sous son leadership qu'a été mis en place un centre d'arbitrage au Bénin pour pouvoir appuyer les entreprises dans le cadre du règlement de leurs litiges afin que les litiges ne continuent pas d'être les motifs de difficultés sérieuses, de difficultés importantes pour les entreprises. Alors en octobre, nous prévoyons, pour préparer l'année 2025, de faire une action d'envergure en matière de sensibilisation, en matière de promotion du centre. Et donc nous organisons une rentrée officielle. Ce sera le jeudi 10 octobre 2024. Et donc à cet événement-là, nous allons rassembler toutes les parties prenantes, toutes les personnes, toutes les institutions qui peuvent permettre de donner un nouveau souffle en termes de visibilité au CAMEC, afin que le CAMEC participe mieux à la sécurisation de l'environnement des affaires. Je suis venu voir le sage de la cour. Vous savez que, comme je l'ai dit, c'est une cour commune, nous sommes des locataires. Et vous connaissez la place de la cour constitutionnelle. J'en ai profité également pour lui annoncer que bientôt la HAC doit revoir son règlement intérieur, parce que le règlement intérieur de la HAC date de 2005, alors que nous avons une loi organique qui date de 2022. Donc un règlement intérieur totalement dépassé, que nous allons alors remettre à jour. Et c'est la Cour constitutionnelle qui donne le sceau de constitutionnalité, parce que le règlement intérieur fait partie du bloc de constitutionnalité. C'est notre professeur. C'est avec un plaisir visible pour vous-même que je lui ai volé quelques minutes. Après l'enthousiasme de l'élève au professeur, parlons à présent de leadership politique féminin au Bénin en question. Quelle stratégie pour plus d'efficacité, de visibilité des femmes en responsabilité publique? Le thème a réuni des centaines de femmes à Niki, une initiative présidée par Mariam Tiabi Talata Zimé, la vice-présidente de la République. Les Échos avec Abdoulafou Idrissou et Ousmane Baparapé. 72 heures de concertation pour la revalorisation de la femme. Les participantes à cette rencontre intergénérationnelle s'y attellent avec l'appui des autorités politiques, administratives et les partenaires techniques et financiers. Les présentes rencontres trouvent donc toutes leurs raisons d'être, surtout dans le contexte de l'empire de Baroutem, où la Réunion Kogi occupe une place prépondérante. Les échanges intergénérationnels sont également pertinents pour l'avenir. Un avenir plein d'incertitudes et de bouleversements, surtout pour les jeunes générations. Les instituts engagés pour la défense de la gente féminine, puis la gouvernance démocratique, promettent veiller davantage. La formation et l'accompagnement de femmes leaders qui deviendront des chevaux gagnants sera au cœur de nos perspectives. Ensuite, les étapes seront déterminées pour mettre en œuvre le plan d'action de manière concrète, avec les nécessaires mesures pour apprécier les résultats obtenus. Je reste convaincu que le thème de la présente édition se penchera sur le mécanisme de mise en place d'un cadre permanent de dialogue intergénérationnel que j'appelle de tous mes voeux et pour lequel l'Institut pour la gouvernance démocratique est disponible pour apporter son appui. Le choix de Niki pour abriter ces travaux vise plusieurs objectifs. Depuis 5 siècles, les différents empereurs qui se sont succédés au trône de Niki ont gouverné avec des femmes à leur côté, jouant d'importants rôles. Mais alors, un tel héritage ne mérite-t-il pas d'être conservé? Le président Patrice Talon montre à travers ses actions historiques et inédites que la place de la femme ne se limite pas exclusivement au foyer. La femme a aussi sa place aux côtés de l'homme, dans les unités de production, les instances de prise de décision, les associations socio-économiques, culturelles et communautaires. La promotion et la protection de la femme sont donc une question stratégique de développement, une question d'intérêt hautement national. Au président de la République, les femmes béninoises, par ma voix, témoignent leur reconnaissance et expriment leur confiance absolue. Au cours de nos travaux, il ne s'agira pas pour les femmes de s'opposer aux hommes, de les affronter et de les défier sur différents plans. Nous venons à Niki pour rappeler une fois de plus que conformément à nos traditions séculaires,
Là où on décide de la vie de tous, une place doit être réservée de façon consensuelle à la femme pour porter leur voix en vue du bien-être de tous. Les chefs coutumiers, traditionnels et représentants de la communauté musulmane ont béni une fois encore les organisateurs de cette deuxième édition pour la promotion de la femme. Ouvrons notre page culture avec cette expédition du soft power du Bénin à la conquête de Paris, avec 42 artistes, dont 5 femmes, qui s'en vont exposer une centaine d'œuvres picturales contemporaines à la conciergerie de Paris. L'exposition dénommée Révélation Art contemporain du Bénin va se dérouler du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025. 3 mois d'expo en 3 séquences que nous explique ici la commissaire d'exposition Yacine Lassissi. Elle est au micro de Heureuse Danondé et Simon Villon. Nous, notre histoire, nous la connaissons. Ou même si nous la connaissons peu, nous l'avons redécouverte. Pour le public parisien, c'est plus compliqué. Pour leur permettre de mieux comprendre cette histoire, de mieux se l'approprier, il a été décidé de proposer une exposition davantage thématique et leur donner des clés de lecture. D'où un premier temps qui réunit des artistes dans une première section qui sont les déesses et les dieux, où on a réuni des artistes qui s'inspirent de la cosmogonie vaudou, notamment les divinités Torosu, Legba, Gou. On a intitulé le second temps, c'est les reines et les rois, qui célèbrent la puissance et la gloire des rois d'Abomey, notamment la reine, l'unique reine que le Dahomey ait connue, qui est Assirambé. Et puis pour terminer, on arrive dans ce troisième temps, qui est beaucoup plus d'actualité, qui est plus actuel, où sont réunis, donc, c'est ce qu'on a appelé sous le titre de des femmes et des hommes, où là, on a réuni des artistes, effectivement, qui se posent des questions d'actualité, qui vivent dans notre monde d'aujourd'hui. Au-delà, donc, de l'exposition elle-même, il est prévu, effectivement, une programmation artistique, notamment un concert avec Angélique Kidjo, qui célèbre ses 40 ans de carrière, le 7 octobre à la Sainte-Chapelle. Ensuite, il est prévu des ateliers pendant les vacances de la Toussaint avec les enfants, pour pouvoir revenir sur l'histoire du Bénin. La conciergerie échange également avec Refectorio, qui accompagne des personnes dans une situation de précarité pour leur offrir des repas, pour pouvoir proposer des mets typiquement béninois. Voilà. Pour vous dire que là, effectivement, au-delà des arts visuels, c'est le Bénin qui se révèle à travers toutes les autres disciplines, pour pouvoir permettre à ce public parisien de découvrir vraiment ce que c'est que le Bénin. Et cette expo s'inscrit aussi dans le sommet de la francophonie qui démarre là, au mois d'octobre, et dont le Bénin, l'exposition du Bénin occupe une place de choix. Un événement à suivre. À voir également des gravures pour illustrer l'amitié sino-béninoise. C'est à l'occasion de la célébration de la fête chinoise de la mi-automne. Le Centre culturel chinois a accueilli à l'occasion plusieurs autorités de divers horizons. Ayel Djouamoussou, Saint-Tiche-Quimpon et Daniel Ada nous font voir ces gravures réalisées au couteau et imprégnées d'encre. On regarde. De beaux paysages et une riche expérience culturelle et cultuelle, c'est ce qui fait de l'Empire du Milieu une destination fascinante. Pour davantage promouvoir cette destination, un film documentaire a été réalisé et projeté au Centre culturel chinois. Une initiative qui a marqué la célébration de la fête de la mi-automne, un événement festif, symbolisé par l'exposition des gravures. Malgré la distance qui nous sépare, nous sommes tous au même clair de la lune. Selon la tradition chinoise, la fête de mi-automne, c'est le jour où la lune est la plus grande et aussi la plus ronde. Malgré la distance, malgré la nostalgie, on peut saluer les personnes que vous aimez, qui vous manquent à travers la lune. Nous nous rassemblons ici, c'est un moment de remerciement. Parce que dans ce pays, nous avons un peuple qui nous accueille amicalement.
Cette fête, qui célèbre la récolte et valorise les retrouvailles familiales, reflète l'esprit de partage et d'amitié, des valeurs au cœur de la relation sino-béninoise. La gravure est une des constantes dans les cultures chinoises et béninoises. C'est un art, un langage universel, reliant des peuples à travers les âges et les continents. Si les thèmes de l'exposition font écho à la fête de la mi-automne, c'est que les deux cultures, les deux sociétés sont à la fois ressemblantes et différentes dans leur démarche vers le développement culturel. Je voudrais saisir l'opportunité offerte par cette cérémonie pour dire tous les remerciements du gouvernement et du peuple béninois au gouvernement de la Chine et à tout son peuple pour le soutien accordé au Bénin dans sa quête d'émergence dans plusieurs domaines. Offrir un espace à l'exposition permanente des gravures permet à la Chine de promouvoir cet art et de valoriser son patrimoine culturel. On reste avec l'Empire du Milieu, cette fois-ci en sport, avec l'édition 2024 du championnat national de Wushu, art martial d'origine chinoise. Le championnat a réuni près d'une centaine de pratiquants venus de diverses régions du Bénin. Répartis en catégories juniors et seniors, ils se sont affrontés dans les disciplines du Taolu et du Sanda. Blaise Adanko, William Bassabi. C'est en plein air, dans les locaux de la mairie de la ville Carrefour, que les participants du Wushu vont à la quête des médailles et titres nationaux. Deux catégories sont en compétition, avec au menu du Sanda et du Taolu, des rubriques bien connues des athlètes. Et le premier club de ce championnat, c'est un club de Boycon. Ils ont présenté 23 athlètes, ils ont gagné 9 médailles d'or. C'est le premier club qui a gagné. Et là, je crois que c'est les Guépards du Zou. L'association, c'est l'association des Guépards du Zou. Donc, Cotonou est venu deuxième. Il y a Missérété aussi qui est venu troisième. Donc, c'était une très belle fête. Est-ce qu'il y avait des clubs du Septentrion? Non. Il y avait Djougou qui devrait venir, mais au dernier moment, ils avaient un problème de retard. Donc, la compétition avait déjà commencé, on ne pouvait plus les insérer. Les meilleurs dans chaque catégorie vont représenter le Bénin aux compétitions mondiales qui se projettent dans les prochains mois. D'ici la semaine prochaine, nous allons partir au championnat du monde de Wushu Junior. Et ça se passe à Brunei Dar es Salaam, c'est en Asie. Avec ce championnat, nous sommes satisfaits. Il y a un travail qui se fait, mais nous sommes encore plus satisfaits parce que nous savons que la relève est assurée. La relève est assurée quand vous voyez des enfants de 12 ans, des petites filles de 12 ans qui font des pas. C'est extraordinaire. Des pas bien codifiés, bien notés. Nous avons encore une compétition à Cotonou pour extraire la crème des crèmes. Parce qu'il y a eu le championnat national, maintenant il y aura la coupe de l'excellence. Ça réunit les 3 premiers de chaque rubrique parce que nous avons 40 rubriques. Ça réunit les 3 premiers de chaque rubrique qui vont s'exercer. 120 athlètes. Exactement. Une chose est sûre, les pratiquants de Wushu se sont vraiment fait plaisir à Boycon dans un esprit de compétition acharné devant un public sorti nombreux. Le cap doit être maintenu par les lauréats qui vont remettre le titre en jeu dans un an. Ici, vous êtes un groupe de jeunes qui impactent de son leadership la communauté. Ceci vous concerne. Vos efforts pourraient être récompensés par l'Oscar des meilleurs mouvements et associations de jeunes. Une idée du ministre des Sports pour créer une saine émulation au sein de la jeunesse. Le processus est à l'étape du dépôt des dossiers et ça démarre le 23 septembre prochain. Le directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative nous donne ici un peu plus de précision au micro de Jean-Claude James. L'Oscar des meilleures associations et mouvements de jeunes est une initiative du ministre Benoît Dato qui a voulu qu'on transige avec les anciennes habitudes qui consistent de nos bureaux à recevoir les demandes de subventions des associations, les appuyer financièrement sans que l'on puisse assurer vraiment de l'efficacité de nos interventions. Alors cette fois-ci, il a voulu qu'on change la donne, qu'on puisse primer les meilleures associations dans leurs activités au service à la communauté pour servir de stimulation, de motivation aux autres associations de jeunes. Le lundi 23, le dépôt des dossiers de candidature va commencer au niveau des directions départementales des sports, des mairies, de toutes les mairies. Entre autres conditions, les associations ou mouvements auront à justifier de leur existence légale.
En plus, il ou elle, suivant le cas, auront à nous donner un film documentaire de 3 à 5 minutes qui retrace leurs activités sur le terrain ces 3 dernières années. Ils auront à nous donner des liens qui nous dirigent vers leur plateforme. Et c'est sur la base de ces critères et d'autres à découvrir. Et un jury national est installé et qui va revoir les désignations faites au niveau des départements pour que l'équité et la justice priment en dépit de tout. Les domaines sont divers et variés, pourvu que ce soit des domaines utiles à la communauté et en même temps utiles aux autres jeunes, comme eux, des jeunes de 15 à 35 ans, conformément à la Charte africaine de la jeunesse. Le dépôt des candidatures va durer 2 semaines et puis la place sera donnée à la présélection, puis à la sélection. C'est quasiment la fin de ce journal, mais juste après ce tour à l'étranger avec Arnaud Adadia. Ces résidents de Traversara, cette ville italienne située près de Ravenne, retournent chez eux ce matin. Ils y retournent après que la rivière Lamove a débordé ce jeudi, provoquant d'importantes inondations dans toute la ville. La pluie tombée lors des dernières 48 heures a dépassé dans certains cas les 350 mm. Ces pluies torrentielles accompagnées de vents violents provoqués par la tempête Boris ont touché à partir de mercredi l'Émilie-Romagne et les Marches. Tandis que 2 personnes sont portées disparues, elles entraînent l'évacuation d'1 millier de personnes. Tout s'est passé en 10 minutes. En 10 minutes, une vague est venue et a tout emporté, raconte Silvia Baldini, cette habitante de Traversara. Elle ajoute avoir tout perdu. C'est sur ces images de détresse que prend fin ce journal, mais nous vous souhaitons le meilleur. Agréable soirée à toutes et à tous. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.